ferme les yeux un instant, juste un instant. Imagine que tu te retrouves seul dans une pièce silencieuse, sans téléphone, sans notification, sans personne qui attend quelque chose de toi, juste toi. Et dans ce silence, une question remonte doucement à la surface. Une question que tu évites peut être depuis longtemps: est-ce que je me sens bien avec moi-même? Pas est-ce que je suis performant? Pas est-ce que les autres m'apprécient? Est-ce que j'ai réussi ma vie selon les critères qu'on m'a donnés? Non. Juste, est-ce que je me sens bien là avec ce que je suis? Pour beaucoup d'entre nous, cette question provoque un léger malaise, un flottement intérieur, parfois même une forme de tristesse qu'on ne saurait pas vraiment nommer. Et c'est précisément pour ça que je voulais qu'on passe ce moment ensemble aujourd'hui. Je m'appelle Christophe André, je suis psychiatre, je pratique la méditation de pleine conscience depuis de nombreuses années et j'ai eu la chance d'accompagner des milliers de personnes dans leur rapport à elles-mêmes. Et ce que j'ai appris au fil de ces années, c'est que le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes est la fondation de tout le reste, de nos relations, de notre travail, de notre joie, de notre capacité à traverser les épreuves. Apprendre à être heureux avec soi-même, c'est peut être la phrase qui semble la plus simple du monde et qui est en réalité l'une des plus profondes. Parce qu'elle ne parle pas de succès, elle ne parle pas d'accomplissement, elle ne parle pas de reconnaissance extérieure, elle parle de quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus fragile et de beaucoup plus précieux. La relation que tu as avec toi-même dans l'intimité de ta propre conscience. Alors je t'invite pendant les prochaines minutes, et je dirais même pendant la prochaine heure, à poser tout ce que tu portes, tes inquiétudes, tes listes de choses à faire, tes jugements sur toi-même, et simplement à écouter, pas pour trouver des réponses immédiates, mais pour commencer à poser les bonnes questions. Parce que le bonheur avec soi-même, ça commence toujours par une question. Et la plus belle question que tu puisses te poser aujourd'hui, c'est celle-ci. Qui suis-je vraiment quand personne ne me regarde? Commençons par explorer ensemble quelque chose que j'ai observé de très nombreuses fois dans ma pratique clinique. Quelque chose d'assez universel qui touche des gens de tous les milieux, de tous les âges, de toutes les cultures. La plupart d'entre nous avons appris à nous définir par ce que nous faisons plutôt que par ce que nous sommes. Dès l'enfance, on nous demande: tu veux faire quoi plus tard? Pas qui veux-tu être, mais que veux-tu faire? Et progressivement, notre identité s'est construite autour de nos rôles. Parents, professionnels, amis, élèves, conjoints, nous sommes devenus des êtres de fonction. Et il y a quelque chose de dangereux là-dedans, pas quelque chose de mauvais en soi, parce que nos rôles font partie de nous, évidemment, mais quelque chose de dangereux quand ces rôles deviennent la totalité de ce que nous pensons être. Parce qu'alors, le jour où un rôle vacille, le jour où tu perds ton emploi, où une relation se termine, où tes enfants quittent la maison, où ta santé te trahit, c'est toute ton identité qui tremble. J'ai accompagné une femme il y a quelques années, je l'appellerai Claire. Elle avait consacré 30 ans de sa vie à son travail dans l'enseignement. Elle était dévouée, admirée, reconnue, et puis la retraite est arrivée. Ce qui aurait dû être un moment de liberté est devenu une source de détresse profonde. Parce que, me dit-elle un jour avec des larmes dans les yeux, je ne sais plus qui je suis si je ne suis plus professeur. Claire n'avait pas perdu son intelligence, elle n'avait pas perdu sa sensibilité, sa générosité, sa curiosité, elle n'avait pas perdu la beauté de son regard sur le monde. Mais elle avait oublié tout ça parce que pendant 30 ans, elle n'avait cultivé que la surface de son identité, le rôle, et avait laissé dormir le reste. Ce que nous avons fait ensemble, c'est un lent travail de redécouverte, pas de reconstruction, parce que rien n'avait été détruit, mais de redécouverte. De retour vers ce fond stable, ce fond permanent qui existait avant les rôles et qui existerait après eux. Et toi, je te pose la question doucement: si tu enlevais tous tes rôles aujourd'hui, qui resterait-il? C'est une question qu'on appelle en psychologie la question de l'identité profonde. Et je veux qu'on y revienne tout au long de notre conversation, parce qu'elle est au cœur de ce que signifie être heureux avec soi-même. Mais avant d'aller plus loin, je veux parler d'une chose que nous faisons tous,
sans forcément en avoir conscience, quelque chose qui, à mon avis, est l'un des plus grands obstacles au bonheur intérieur. Nous sommes devenus des experts du jugement de nous-mêmes. Je ne parle pas de l'autocritique saine, celle qui nous permet de progresser, de reconnaître nos erreurs et d'en tirer des leçons. Et je parle de quelque chose de plus sombre, de plus constant, de plus usant, ce murmure intérieur qui dit ⁇ Tu aurais dû mieux faire, tu n'es pas assez, les autres font mieux, tu as encore échoué ⁇ Ce murmure-là, beaucoup de mes patients me confient qu'il ne s'arrête jamais. Il les accompagne au réveil, dans leur journée, parfois même dans leurs rêves. Et ce qui est fascinant et un peu triste, c'est que si quelqu'un d'autre leur parlait de cette façon, ils le fuiraient, ils couperaient tout contact avec cette personne toxique, mais parce que cette voix est intérieure, parce qu'elle a l'apparence de la lucidité, de la rigueur, parfois même de la vertu, il la laisse faire son travail de sape en silence. La psychologie moderne, et notamment les travaux sur la compassion envers soi-même, développés par des chercheurs comme Christine Neff, nous apprend quelque chose d'essentiel. Nous sommes beaucoup plus sévères envers nous-mêmes que nous ne le sommes envers les autres. Et cette sévérité ne nous rend pas meilleurs, elle ne nous aide pas à progresser. Au contraire, elle nous épuise, elle nous paralyse, elle nous déconnecte de notre capacité à agir avec clarté et bienveillance. Alors voici quelque chose que je t'invite à explorer tout de suite en ce moment même. La prochaine fois que tu t'entends te critiquer intérieurement, qu'il s'agisse d'une erreur que tu viens de commettre, d'une parole maladroite, d'une décision que tu regrettes, pose. Et demande-toi, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, et je parie que dans la plupart des cas, elle sera non, alors peu, être qu'il est temps de commencer à te parler comme tu parles à quelqu'un que tu aimes. C'est pas de la faiblesse, c'est pas du narcissisme, c'est de la sagesse. Si ce que nous explorons ensemble te touche, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Ce sont des petits gestes qui m'aident énormément à continuer à créer ce type de contenu et qui permettent à d'autres personnes de le découvrir également. Merci. Revenons maintenant à quelque chose de plus fondamental encore, quelque chose qui me tient profondément à cœur et dont je parle souvent dans mes livres, dans mes conférences, dans mes séances. La relation que nous avons avec nous-mêmes commence très tôt, bien plus tôt que nous ne le pensons. Elle commence dans l'enfance, dans les regards que nos parents posaient sur nous, dans les mots qu'ils utilisaient pour nous décrire, dans la façon dont ils réagissaient à nos succès et à nos échecs. Elle se construit dans la cour de récréation, dans les remarques des enseignants, dans les expériences d'inclusion ou d'exclusion que nous avons traversées, et tout cela, nous l'avons intériorisé, nous l'avons transformé en croyances sur nous-mêmes, pas toujours des croyances conscientes, souvent des croyances silencieuses, nichées dans nos automatismes, dans nos réactions, dans nos façons de nous positionner par rapport aux autres. Il y a ce que les psychologues appellent les schémas précoces inadaptés des façons de nous voir qui se sont construites à partir d'expériences douloureuses et qui ont survécu bien au-delà de leur date de péremption. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je dois être parfait pour avoir de la valeur. Je ne peux compter que sur moi-même. Je suis fondamentalement différent des et autres. Ces schémas, nous ne les avons pas choisis. Ils se sont formés dans des moments de vulnérabilité alors que nous étions des enfants qui essayions simplement de survivre émotionnellement dans un monde que nous ne comprenions pas encore. Ils avaient peu être du sens à l'époque, ils nous ont peu être même protégés à leur façon, mais aujourd'hui ils nous coûtent très cher. Je pense à un homme que j'accompagnais, que j'appellerais Thomas. Thomas était brillant, reconnu dans son domaine, entouré d'amis qui l'appréciaient sincèrement. Et pourtant, chaque matin, en se levant, il avait ce sentiment persistant d'être un imposteur, que tôt ou tard, les autres allaient découvrir qu'il n'était pas vraiment à la hauteur, que sa réussite était une sorte d'accident, de malentendu. Nous avons travaillé ensemble pour remonter l'origine de cette conviction.
Et nous avons trouvé, comme c'est souvent le cas, un père exigeant qui ne félicitait jamais, qui déplaçait toujours la barre un peu plus haut, pas par malveillance, certainement pas, mais avec des effets profonds sur l'estime de soi de cet enfant qui deviendrait Thomas. Ce que nous avons fait, c'est aider Thomas à séparer deux choses, la voix de son père et sa propre voix, à reconnaître que ce sentiment d'imposture n'était pas une vérité sur lui, mais un héritage. Un héritage qu'il pouvait choisir de ne pas transmettre davantage ni aux autres, ni à lui-même. Et cela, c'est quelque chose de libérateur. Comprendre que nos croyances sur nous-mêmes ne sont pas des vérités gravées dans la pierre, elles sont des constructions. Et ce qui a été construit peut être lentement, délicatement, reconstruit autrement. Mais attention, et j'insiste sur ce point parce qu'il est important, ce travail ne se fait pas en niant sa souffrance, en la minimisant ou en se répétant des affirmations positives comme des formules magiques. Je suis fort, je suis capable, je suis merveilleux. Ce travail se fait en regardant les choses en face, avec tendresse et avec honnêteté. Il y a une expression que j'aime beaucoup en psychologie bouddhiste, tenir fermement et légèrement. Tenir fermement, c'est dire, ne pas fuir, ne pas nier. Légèrement, c'est à dire ne pas se noyer dedans, ne pas s'identifier à sa souffrance, la voir, la reconnaître et continuer quand même à avancer. C'est ça, apprendre à être heureux avec soi-même. C'est pas supprimer la douleur, c'est apprendre à coexister avec elle, sans qu'elle devienne le seul récit de ta vie. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, que je t'invite vraiment à mettre en pratique dès aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai commencé à parler dans mes livres et dans mes ateliers de ce que j'appelle les petits moments de présence à soi. L'idée est simple, mais ses effets sont profonds. Nous vivons, pour la plupart, en mode automatique. Nous faisons les choses sans vraiment les vivre. Nous mangeons sans goûter, nous marchons sans voir, nous respirons sans sentir. Et par-dessus tout, nous passons nos journées sans vraiment nous demander comment nous nous sentons, nous, pas comment se porte notre projet professionnel, pas comment va notre relation, comment nous, en ce moment précis, nous nous sentons dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur. Ce que je propose, c'est quelque chose d'aussi simple que de prendre 3 fois par jour le matin, à midi, le soir 30 secondes, pour se poser cette question, où en suis-je là, maintenant? Pas pour analyser, pas pour résoudre, pas pour juger, juste pour observer. Comme si tu étais un météorologue intérieur qui lit simplement les conditions du moment. Il fait gris aujourd'hui. Il y a une légère tension dans les épaules. Il y a aussi une certaine légèreté dans le cœur. Simplement observer, ce geste répété régulièrement fait quelque chose de remarquable. Il crée une continuité entre toi et toi-même. Il te rappelle que tu existes, non seulement dans tes actions et tes performances, mais dans ta simple présence, dans le fait d'être en vie, là, maintenant. Et progressivement, quelque chose change. Tu commences à te sentir moins étranger à toi-même, moins en fuite de toi-même. Tu commences à développer ce que les philosophes anciens appelaient la familiarité avec soi, cette capacité à se sentir chez soi dans sa propre vie intérieure. La pleine conscience dont je parle et que je pratique depuis maintenant plus de 20 ans n'est rien d'autre que ça, dans le fond, un entraînement progressif à revenir à soi, encore et encore, sans jugement, avec curiosité. C'est pas une pratique réservée aux moines bouddhistes ou aux gens qui ont beaucoup de temps libre. C'est quelque chose que tu peux faire en préparant ton café le matin, en te brossant les dents, en attendant le bus. Ces micro-moments de présence, accumulés jour après jour, constituent une pratique puissante de réconciliation avec soi-même. Si ce contenu t'aide dans ton cheminement personnel, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ton soutien est précieux et il m'aide à continuer à partager ces réflexions. Abordons maintenant un sujet qui me semble absolument central dans notre époque, le rapport entre l'image de soi et le regard des autres. Nous vivons dans un monde qui est devenu, en très peu de temps, extraordinairement tourné vers l'extérieur. Les réseaux sociaux
ont transformé notre rapport à nous-mêmes d'une façon que nous n'avons pas encore complètement mesurée. Nous ne vivons plus seulement nos expériences, nous les exposons. Nous ne traversons plus seulement nos vies, nous les narrons, nous les mettons en scène, nous les soumettons au jugement collectif. Et ce phénomène a un effet que je trouve préoccupant. Il nous a appris à nous voir de l'extérieur avant même de nous sentir de l'intérieur. Nous avons appris à nous demander est-ce que ça se voit bien? Est-ce que ça fait envie? Est-ce que ça reçoit de l'approbation? Avant même de nous demander est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que je ressens vraiment? Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin? Je ne suis pas en train de diaboliser les réseaux sociaux, aucun outil n'est intrinsèquement bon ou mauvais, c'est l'usage qu'on en fait qui compte. Mais je crois qu'il est crucial dans ce contexte de réaffirmer quelque chose. Ton estime de toi ne peut pas dépendre du regard des autres. Non pas parce que le regard des autres n'a pas de valeur, il en a, évidemment, mais parce que le regard des autres est volatile, inconstant, conditionné par une infinité de facteurs qui n'ont rien à voir avec toi. Si ton bonheur dépend du nombre de likes que tu reçois, si ta valeur fluctue en fonction des compliments et des critiques que les autres te font, alors tu as construit ta maison sur du sable, chaque marée peut tout emporter. Ce que nous cherchons à construire, et c'est le travail d'une vie, c'est quelque chose de plus stable, ce que les psychologues appellent une estime de soi inconditionnelle. Une forme de regard bienveillant envers soi-même qui ne dépend pas des performances, qui ne s'effondre pas à la première erreur, qui ne s'envole pas non plus dans l'euphorie du succès. Cela ne veut pas dire être indifférent aux autres, ni à ce qu'ils pensent. Cela veut dire avoir un ancrage intérieur assez solide pour que les fluctuations du regard extérieur ne déterminent pas ce que tu penses de toi-même. Comment construire cet ancrage? Là encore, c'est une pratique quotidienne d'écoute de soi, de respect de ses propres besoins, de fidélité à ses propres valeurs. Parlons justement des valeurs, parce que c'est quelque chose d'essentiel qui est souvent négligé dans les discours sur le bonheur. On nous parle beaucoup d'objectifs, d'ambition, de réussite, mais rarement de valeurs. Et pourtant, ce sont nos valeurs, pas nos objectifs, qui nous définissent en profondeur. Ce sont elles qui nous donnent une direction, un sens, une cohérence. Qu'est-ce qu'une valeur? C'est quelque chose d'important pour toi au-delà des résultats. C'est pas un objectif à atteindre, c'est une façon d'être que tu veux incarner, quelles que soient les circonstances. La générosité est une valeur. La créativité est une valeur. Le courage est une valeur. L'honnêteté est une valeur. La présence à ceux qu'on aime est une valeur. Ce qui se passe quand nous vivons en accord avec nos valeurs, même imparfaitement, même modestement, c'est que nous ressentons quelque chose qui ressemble à de l'intégrité, un sentiment d'être cohérent avec soi-même. Et ce sentiment, il contribue énormément au bonheur intérieur. À l'inverse, quand nous vivons en contradiction avec nos valeurs, quand nous faisons des choses qui ne nous ressemblent pas, quand nous sacrifions ce qui compte vraiment pour nous sur l'autel des apparences ou de la pression sociale, nous ressentons quelque chose d'inconfortable, une dissonance intérieure, parfois une honte diffuse ou une tristesse sans nom. Je te propose un exercice simple. Prends un moment, peut être ce soir, peut être demain matin, et demande-toi quelles sont les 3 valeurs les plus importantes pour moi. Pas celles que je devrais avoir, pas celles que ma famille ou ma culture m'ont transmises et que je n'ai jamais vraiment questionnées, mais celles qui, quand j'y pense, me touchent vraiment, qui résonnent dans quelque chose de profond. Et ensuite, demande-toi, est-ce que ma vie quotidienne leur fait de la place? Pas parfaitement, jamais parfaitement, mais suffisamment pour que je sente que j'avance dans la bonne direction. Cette question peut révéler des choses importantes sur les ajustements que tu pourrais avoir envie de faire dans ta vie. Non pas pour tout transformer radicalement du jour au lendemain, mais pour commencer à aligner petit à petit tes actions avec ce qui compte vraiment pour toi. Si ce que nous explorons ensemble te résonne, pense à t'abonner à cette chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ces gestes simples permettent à ce type de contenu d'atteindre ceux qui en ont besoin. Merci de tout cœur.
Passons maintenant à quelque chose qui me tient profondément à cœur et dont je n'ai pas honte de dire qu'il m'a lui-même beaucoup appris au fil des années, la question de l'acceptation. L'acceptation, et j'insiste là-dessus parce que c'est souvent mal compris, n'est pas de la résignation. C'est pas se dire c'est comme ça donc je ne fais rien. C'est quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus courageux. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans la nier, sans la fuir, sans passer sa vie à résister à ce qui est déjà là. C'est arrêter de se battre contre des faits qui ne peuvent pas être changés pour concentrer son énergie sur ce qui, lui, peut évoluer. Il y a une prière attribuée à saint François d'Assise que les psychologues utilisent souvent dans les thérapies de troisième vague, notamment dans les thérapies d'acceptation et d'engagement. Elle dit quelque chose de magnifique dans sa simplicité. Donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Cette sagesse-là, distinguer ce qui peut être changé de ce qui ne le peut pas, est l'une des compétences les plus importantes que nous puissions développer dans notre rapport à nous-mêmes. Parce que beaucoup de notre souffrance vient précisément de cette confusion. Nous passons une énergie considérable à résister à des réalités immuables, notre passé, certains aspects de notre personnalité, notre corps, la nature de certaines relations, et cette résistance ne change pas ces réalités, elle nous épuise simplement. Elle nous laisse fatigués, frustrés, avec l'impression de courir dans tous les sens sans avancer. Accepter son passé, par exemple, est un travail profond et souvent douloureux, mais c'est aussi un travail libérateur. Non pas parce que accepter le passé voudrait dire que ce qui s'est passé était bien ou que les blessures reçues étaient méritées, mais parce que résister à la réalité du passé, c'est vivre en partie dans un monde imaginaire, un monde où les choses auraient dû se passer autrement et ce monde-là n'existe pas. Le passé est le passé. Et curieusement, c'est souvent seulement quand on accepte vraiment cette réalité qu'on peut commencer à s'en libérer. J'ai accompagné un homme, appelons-le Pierre, qui avait perdu son père de façon très abrupte dans son enfance. Et pendant des décennies, il avait porté une colère sourde contre lui, contre son père, pour être parti, contre la vie, pour lui avoir volé quelque chose d'irremplaçable. Cette colère l'avait protégé d'une certaine façon. Elle lui avait évité de sentir le chagrin profond qui était là, dessous, mais elle lui coûtait cher. Elle colorait toutes ses relations d'une méfiance, d'une crainte de l'abandon, elle l'empêchait de s'engager pleinement. Parce qu'au fond, il attendait toujours que les gens partent. Quand Pierre a pu enfin laisser tomber la colère et laisser remonter le chagrin, quand il a pu dire mon père est parti et ça m'a brisé, et je l'aimais, quelque chose s'est transformé en lui. C'est pas que la douleur a disparu, mais elle a changé de nature. Elle est devenue quelque chose de plus humain, de plus vivable, et Pierre a commencé à pouvoir s'ouvrir aux autres d'une façon nouvelle. L'acceptation, c'est souvent ça. Pas une capitulation, mais un retour à la réalité, une réalité qu'on peut enfin habiter pleinement au lieu de passer sa vie à essayer d'en sortir. Il y a aussi un aspect de l'acceptation que je veux nommer explicitement, l'acceptation de ses propres limites. Nous vivons dans une culture qui glorifie le dépassement. Surpasse-toi, va au-delà de tes limites, deviens la meilleure version de toi-même. Et je ne dis pas que ces invitations n'ont aucune valeur, elles en ont. La croissance personnelle est précieuse, l'aspiration à progresser est belle, mais il y a quelque chose de toxique dans une culture qui suggère que toute limite est un échec à surmonter, parce que certaines limites font partie de ce que nous sommes. Certaines limites sont des réalités de notre nature, de notre biologie, de notre histoire, et les accepter avec douceur, avec bienveillance, sans en avoir honte, c'est aussi une forme de sagesse. Je suis quelqu'un d'introverti, depuis toujours. J'ai longtemps essayé de surmonter cette introversion, de me forcer à être plus social, plus extraverti, parce que le monde extérieur semblait valoriser ça davantage. Et puis, j'ai compris progressivement, grâce à la pratique et à la réflexion, que mon introversion n'était pas un défaut, c'était simplement une caractéristique de ma façon d'être dans le monde.
Et l'accepter m'a permis de l'utiliser, de la transformer en profondeur de pensée, en capacité d'écoute, en goût pour la contemplation. Accepter ses limites, c'est souvent le premier pas vers leur transformation créative. Continuons avec quelque chose qui touche à la fois à la psychologie et à la spiritualité, deux domaines qui, pour moi, ne sont pas aussi éloignés qu'on pourrait le croire. La question du sens, pour être heureux avec soi-même, il ne suffit pas de se sentir bien dans sa peau ou de gérer ses émotions de façon équilibrée. Il y a quelque chose de plus, quelque chose que le philosophe Viktor Frankl avait compris avec une profondeur bouleversante, lui qui avait survécu au camp de concentration nazi et avait en tiré une psychologie du sens. Frankl disait que l'être humain peut supporter presque n'importe quelle souffrance s'il comprend pourquoi il souffre. C'est pas l'absence de souffrance qui nous permet de traverser la vie, c'est la présence d'un sens. Et le sens ne vient pas de l'extérieur. Il ne nous est pas donné, il n'est pas inscrit quelque part. Il se construit, il se découvre dans nos choix, dans nos engagements, dans nos relations, dans notre façon d'habiter notre propre histoire. Je crois profondément que chaque vie a une signification, non pas parce que nous serions tous destinés à de grandes réussites ou à des accomplissements spectaculaires, mais parce que chaque vie est unique, irremplaçable, et que chaque être humain a quelque chose à apporter qui ne peut venir que de lui. La question n'est pas est-ce que ma vie a un sens, la question est est-ce que je prends la peine de chercher ce sens. Est-ce que je vis de façon assez consciente pour percevoir ce qui m'anime vraiment, ce qui me donne l'impression que je suis là où je dois être? Ce sens peut être très simple. Il peut résider dans la façon dont tu prends soin des gens que tu aimes, dans la qualité de présence que tu apportes à ton travail, même le plus modeste, dans ton engagement envers une cause qui te tient à cœur, dans ta façon de traverser les épreuves avec dignité. Il y a une chose que j'ai apprise à travers les années de pratique clinique. Les gens qui ont un sens à leur vie traversent les difficultés de façon différente. Non pas sans souffrir, la souffrance est universelle, mais avec une ressource intérieure que ceux qui ne l'ont pas peuvent parfois manquer. Une espèce de fil conducteur qui peuvent retrouver, même dans les moments les plus sombres. Et ce sens, cette connexion à quelque chose de plus grand que soi, que ce soit une relation, une valeur, un projet, une pratique spirituelle, est aussi un composant du bonheur avec soi-même, parce qu'il nous ancre dans quelque chose de réel, quelque chose d'authentique, quelque chose qui nous survit peut être. Si ce contenu te touche, je t'encourage à laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens ou ce qui t'a particulièrement résonné. Ces échanges m'importent vraiment et ils créent une belle communauté autour de ces thèmes essentiels. Je veux maintenant parler de quelque chose qui me semble très mal compris dans notre culture contemporaine du bien, être la différence entre le bonheur et le plaisir. Nous confondons souvent ces deux choses, et cette confusion nous coûte cher. Le plaisir est immédiat, sensoriel, fugace. Il vient de l'extérieur d'un bon repas, d'un verre de vin, d'un film qu'on apprécie, d'une reconnaissance sociale, d'un achat. Il est réel, il est précieux et il a sa place dans une vie bien vécue. Mais le bonheur, ce bonheur profond dont nous parlons ici, ce bonheur avec soi-même, c'est quelque chose de différent. C'est ce que les Grecs anciens appelaient le démonisme, une forme de floraison, de plénitude qui vient d'une vie vécue en accord avec ce qu'on est profondément. Ce bonheur-là ne fluctue pas au rythme des événements extérieurs. Il n'est pas dépendant de conditions parfaites. Il est davantage comme un état de fond, comme une qualité de relation avec soi-même et avec la vie qui persiste même dans les périodes difficiles. Et ce bonheur, contrairement au plaisir, ne se consomme pas, il se cultive. Il demande du temps, de l'attention, de la pratique. Il demande qu'on accepte parfois de traverser des périodes inconfortables, des périodes de questionnement, de transformation, de deuil, pour atteindre quelque chose de plus vrai, de plus stable. C'est pourquoi je pense que
La recherche du bonheur avec soi-même est vraiment un chemin, non pas une destination. Nous n'arrivons pas un jour à un point où nous sommes définitivement heureux avec nous-mêmes. Nous apprenons jour après jour à nous habiter un peu mieux, à nous accueillir avec un peu plus de douceur, à nous connaître avec un peu plus de profondeur. Et ce chemin-là, avec ses détours, ses chutes, ses reprises, est en lui-même précieux. Il est d'une certaine façon la vie elle-même. Je veux maintenant aborder un dernier grand thème avant de conclure notre conversation ensemble. Un thème qui me touche personnellement beaucoup et dont je crois qu'il est au cœur de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui, la bienveillance envers soi-même. J'ai mentionné ce concept plus tôt à travers la notion de compassion envers soi et je veux y revenir parce qu'il mérite qu'on s'y attarde vraiment. Dans la tradition bouddhiste, il y a une pratique qu'on appelle la méta, la bienveillance aimante. C'est une méditation dans laquelle on commence par diriger des vœux de bonheur, de paix et de liberté vers soi-même, puis vers les gens qu'on aime, puis vers les inconnus, puis même vers ceux avec qui on est en conflit. Et beaucoup d'Occidentaux qui découvrent cette pratique sont surpris par une chose. La partie la plus difficile, c'est la première. Se souhaiter à soi-même du bonheur, de la paix, de la liberté, se regarder avec tendresse, envoyer vers soi-même la même chaleur qu'on enverrait vers un ami cher, c'est souvent là que la résistance surgit, parfois même une sorte de malaise, comme si souhaiter du bien à soi-même était égoïste, comme si mériter sa propre bienveillance était quelque chose qui devait être gagné. Et pourtant, et c'est quelque chose que je dis avec conviction, fondé sur des années de pratiques cliniques et personnelles, cette bienveillance envers soi-même est la source de toute bienveillance envers les autres. On ne peut pas donner durablement ce qu'on ne se donne pas à soi-même. On ne peut pas accueillir la fragilité des autres si on ne sait pas accueillir sa propre fragilité. On ne peut pas aimer avec générosité si on est en guerre contre soi-même. Cette bienveillance, comment la cultiver concrètement? Je vais te proposer quelque chose de très simple, mais qui a une profondeur réelle si tu le pratiques régulièrement. Le soir, avant de t'endormir, prends un moment pour repenser à ta journée. Pas pour l'évaluer, pas pour noter ce que tu as bien ou mal fait, mais pour trouver une chose, une seule, dans laquelle tu as été toi-même, un moment d'authenticité, de générosité, de courage, de présence, même petit, même discret. Peut être que tu as écouté vraiment quelqu'un aujourd'hui. Peut être que tu as dit quelque chose de vrai alors que tu aurais pu te taire. Peut être que tu as fait une chose difficile malgré ta fatigue. Peut être que tu as simplement accueilli ton enfant, ton partenaire, ton ami avec un sourire sincère. Trouve ce moment et repose ton regard dessus avec douceur. Dis-toi intérieurement, c'était bien, c'était toi, c'est suffisant. Parce que l'un des plus grands obstacles au bonheur avec soi-même, c'est cette conviction inconsciente que ce que nous faisons n'est jamais assez, que nous aurions toujours dû faire plus, mieux, différemment, et cette conviction-là, si on ne la conteste pas, finit par ronger notre rapport à nous-mêmes de façon insidieuse. Apprendre à reconnaître ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est nous-mêmes modestement, c'est nourrir une relation saine avec soi-même, c'est construire cette estime stable dont je parlais, et petit à petit, ce regard bienveillant que tu poses sur toi-même change quelque chose. Il change la façon dont tu te lèves le matin, il change la façon dont tu traverses les erreurs, il change la façon dont tu te relèves après les chutes. Parce que tu sais au fond de toi que même imparfait, même fragile, même traversant une période difficile, tu es digne d'être regardé avec tendresse. Nous voilà arrivés à la fin de notre chemin ensemble pour aujourd'hui. Et je veux prendre le temps de récapituler avec toi les fils essentiels que nous avons tissés, parce que je crois que le fait d'entendre à nouveau ces choses, même rapidement, aide quelque chose à s'ancrer plus profondément. Nous avons commencé par nous demander qui nous sommes vraiment, au-delà de nos rôles et de nos fonctions.
Parce que cet espace d'être, au-delà du faire, est le fondement de tout le reste. Nous avons parlé de la voix intérieure critique, de cette façon que nous avons de nous parler parfois avec une sévérité que nous n'accepterions de personne d'autre, et nous avons posé la question simple mais puissante, est-ce que je me parle comme je parlerais à quelqu'un que j'aime? Nous avons exploré les croyances héritées de l'enfance, ces schémas qui nous façonnent à notre insu et que nous pouvons choisir avec courage et douceur de déconstruire. Nous avons découvert la valeur des petits moments de présence à soi, ces 30 secondes, 3 fois par jour, qui construisent silencieusement une continuité entre toi et toi-même. Nous avons réfléchi à l'importance de construire une estime de soi qui ne dépend pas du regard des autres, mais qui s'enracine dans la fidélité à ses propres valeurs. Nous avons parlé de l'acceptation non pas comme résignation, mais comme courage de voir les choses telles qu'elles sont pour enfin pouvoir les habiter. Nous avons touché à la question du sens, ce fil conducteur qui nous traverse et nous porte même dans les périodes les plus sombres. Et nous avons terminé avec la bienveillance envers soi-même, ce regard tendre, ce vœu de bonheur qu'on se porte à soi-même, qui est la source de tout ce qu'on peut offrir aux autres. Tout cela, tout ce chemin peut sembler vaste, et il l'est. Parce qu'apprendre à être heureux avec soi-même n'est pas une tâche qu'on accomplit en une séance ou en lisant un livre. C'est un chemin de toute une vie, un chemin avec des plateaux et des descentes, des illuminations et des reculades, des moments de grâce et des moments de doute. Et c'est là, je crois, la chose la plus importante que je voulais te dire aujourd'hui. Tu n'as pas à être parfait pour avancer sur ce chemin. Tu n'as pas à avoir tout compris. Tu n'as pas à avoir tout résolu. Il te suffit de faire un seul pas aujourd'hui. Et demain, un autre. J'aime beaucoup cette image des Japonais, le concept de Kaizen, qui signifie amélioration progressive. Pas une transformation spectaculaire, juste un peu mieux, un peu plus vrai, un peu plus soi chaque jour. C'est suffisant, c'est même, je dirais, la seule façon durable de changer. Et si aujourd'hui tu repars de notre conversation avec une seule chose concrète que tu peux faire différemment, j'espère que c'est celle-ci, la prochaine fois que tu te parles intérieurement, pose cette question, est-ce que je me parle avec la même douceur que je parlerais à quelqu'un que j'aime? Parce que cette douceur-là, cette bienveillance à ton propre égard, c'est peut être la plus belle chose que tu puisses te donner. Et c'est quelque chose que personne ne peut te donner à ta place. La vie est courte et nos journées sont souvent plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. Alors faisons ce que nous pouvons avec ce que nous avons là où nous sommes, avec un peu plus de tendresse, un peu plus de présence, un peu plus d'amitié envers nous-mêmes. Tu le mérites, vraiment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de ta présence, de ton écoute, de la confiance que tu m'accordes en passant ce temps avec moi. Si ce contenu t'a été utile, si une idée, une image, une question t'a touché, quelque part, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un proche, quelqu'un qui traverse une période difficile et qui cherche peut être, lui aussi, à se réconcilier avec lui-même. Prends soin de toi, avec douceur, avec patience, et on se retrouve dans le prochain épisode.